Ok, l'enregistrement est donc parti. On va pouvoir attaquer. Donc j'espère que vous voyez. Non, vous voyez rien du tout puisque je n'ai pas partagé mon écran. Paf, voilà, ça sera mieux. Donc ça, je l'enlève. Ça, je fais ça. Voilà, je fais ça. Donc voilà. Donc normalement, ça je vais faire comme ça, je vais l'agrandir. Voilà. Donc normalement, vous devez voir, j'espère, à la fois ma slide sur l'introduction des algorithmes STL et en même temps sur la partie droite de l'écran le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer que vous voyez bien ça? Ok, donc comme ça permettra à tout le monde de pouvoir voir les choses. Et puis, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, bah, vous pouvez via le chat m'interrompre. Et puis, n'hésitez surtout pas, ça donnera un peu plus de dynamisme au cours et un peu plus d'interactivité. Et ça m'évitera d'avoir l'impression de parler à mon écran pendant 1 heure et demie. Donc, je repars sur les algos issus de la STL. Donc, c'est les dernières slides que j'ai fait hier. Donc, en résumé, pour reprendre cette partie-là, vous avez beaucoup d'algos que vous pouvez utiliser dans les codes que vous pouvez avoir à développer, ceci dans n'importe quel langage, des actions basiques du style je fais du tri, je cherche des éléments, je compte un certain nombre d'éléments, je fais des sommes sur des données, etc. etc. Et tous ces actions relativement simples, en apparence, sont réalisées sur des séquences, sur des ensembles de données, qui soient sous forme de listes, de vecteurs, de tableaux ou d'autres. Et donc, bien évidemment, via la STL et via tous les templates de containers qu'on a pu voir précédemment, vous avez associé un certain nombre d'algorithmes permettant de faire ces actions. Alors, il faut bien différencier, et ça je le répète, il faut bien différencier les algorithmes qui sont des fonctions, entre guillemets, non membres, sont des fonctions libres qui vont prendre en paramètre un certain nombre de paramètres, en particulier des itérateurs. Et donc, il faut bien différencier ces algorithmes des fonctions membres qui sont liées aux containers qu'on a pu trouver dans la STL. Pour illustrer mon propos, c'est pas la même chose. La fonction, j'en sais rien, fill du std-array, la fonction insert du std-vecteur, et puis la fonction sort. La fonction sort, c'est une fonction qui n'est ni du vecteur, ni de l'array, ni de la liste. C'est une fonction qui va être à part, et c'est une fonction non membre, et qui va prendre en paramètre soit un tableau, soit un vecteur, soit autre chose, de telle manière à pouvoir faire le tri de ces données. Donc, on va avoir associé, donc, inséré dans cette STL, un certain nombre d'algorithmes génériques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être utilisés avec n'importe quel type ou quasiment n'importe quel type de container. Et c'est algorithmes de la STL que vous allez pouvoir utiliser. Et puis, bien évidemment, éviter d'avoir à écrire du code qui peut être facilement accessible et disponible dans cette librairie. Et puis, vous pourrez voir, si vous allez voir la liste des algorithmes disponibles à l'heure actuelle, dans les dernières versions de C++, vous avez plus de 150 algorithmes qui vont vous permettre de faire de la recherche, faire du comptage, de la manipulation, on va dire, au sens large, de données de ces containers de la STL. J'avais indiqué 3 liens intéressants. Le premier, c'est sur CPP référence, qui est la liste effectivement de ces algorithmes. Vous allez pouvoir tous les retrouver. Le troisième lien, c'est un lien d'un blog Medium qui va vous présenter et vous décrire ces algorithmes, avec pour chacun une petite page avec un exemple. Et puis, un lien intéressant que j'ai attaqué de visualiser hier, et que j'ai mis ici sans l'avoir vu complètement, c'est le webmaster du blog FluentCPP qui fait une présentation des algorithmes de la STL et qui vous explique pourquoi il faut s'en servir.
Donc, c'est des documents assez intéressants à avoir et vous allez voir toute la puissance qu'on peut avoir derrière la STL et derrière ces algorithmes. Donc, pourquoi il y a des avantages d'utiliser ces algorithmes? Parce que pour trois points, enfin, plusieurs points, on va dire. La première, c'est l'expressivité. C'est facile à comprendre ce que font ces algorithmes. Lorsque vous appelez la fonction sort ou la fonction find, et que sur une ligne, vous lui passez tous ces paramètres, au premier coup d'œil du code, vous voyez parfaitement ce que vous faites, plutôt que d'avoir à écrire une boucle dans laquelle vous allez faire une recherche sur chacun des éléments, etc. etc. Donc c'est très expressif, c'est très compact, ça élève bien évidemment l'abstraction, puisque du fait de cette concision, et on ne se préoccupe pas du tout de ce qui est fait à l'intérieur, de comment c'est implémenté, mais juste ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que font les algorithmes. Typiquement, vous cherchez un élément, une valeur, la valeur 42 dans un tableau, dans un vecteur entier, la fonction find va vous renvoyer l'index de la case qui comprend 42. Donc vous comprenez très bien que c'est relativement simple à comprendre une fois qu'on a appréhendé la syntaxe. Bien évidemment, ça va vous éviter de faire plein d'erreurs, hein, des erreurs qui sont communes, qu'on retrouve très souvent, à savoir que dès que vous utilisez des boucles, bien évidemment, lorsque vous travaillez sur des containers, vous allez utiliser des boucles. Et quand on fait des boucles, que ce soit des boucles for, des boucles while ou des boucles do while en C++, il faut toujours être sûr, il faut toujours s'assurer qu'on s'arrête toujours au bon moment, c'est-à-dire au moment de la fin de la liste d'éléments du container, qu'on ne dépasse pas, qu'on ne soit pas out of range comme j'ai expliqué précédemment, etc., etc. Vous devez tester si votre conteneur n'est pas vide, parce que bien évidemment, vous pouvez avoir des problèmes si vous essayez d'accéder à des éléments qui sont en dehors de l'intervalle pour lesquels ils sont définis. Et donc ça, avec les algorithmes de la STL, vous n'avez pas à vous en préoccuper, puisque tous ces garde-fous sont bien évidemment gérés par la STL. Et puis enfin, dernier point, c'est un point sur lequel j'ai mis plusieurs mots en évidence, c'est qualité, complexité et performance. Bien évidemment, ces algorithmes ont été développés par des développeurs expérimentés, par des équipes de développeurs expérimentés, et qui vont donc vous assurer une grande qualité de code, sans bug, bien évidemment, avec une complexité qui est la complexité la plus appropriée à votre algorithme. Bien évidemment, lorsque vous faites de la recherche, lorsque vous faites du tri sur des éléments d'un container, les algorithmes qui ont été implémentés pour faire cette recherche ou ce tri sont des algorithmes dont la complexité a été choisie de telle manière à ce qu'elle soit la plus faible possible, tout en garantissant le résultat que vous souhaitez. Et donc, bien évidemment, s'il y a eu des efforts faits sur le choix des algorithmes implémentés et leur complexité, bien évidemment, vous aurez un niveau de performance qui va être adéquat et qui va être en conformité avec cette complexité et cette qualité. Donc, au final, vous avez tout à gagner à utiliser les algos de la STL, puisque, bien évidemment, ils ont été optimisés, ils sont efficaces, et puis ils sont garantis surtout sans bug. Et donc, vous avez juste à comprendre leur syntaxe, et plutôt que d'avoir à réécrire du code qui est, pour le cas, plus compliqué si vous deviez tout réécrire. Donc, je vais prendre un certain nombre d'exemples basiques à travers des lignes de code qui montrent comment je peux me servir d'un certain nombre de ces algorithmes. Je vais faire de la copie, je vais faire un certain nombre de choses comme ça sur des structures élémentaires qui sont essentiellement des vecteurs d'entiers, histoire de vous montrer ce que ça fait. Okay. Donc ici, je vais me poser la question d'abord de copier des données. Copier des données, c'est en apparence pas compliqué. Hein.
Et ici, je prends un exemple. Je vais à chaque fois que je vais utiliser un nouvel algorithme, je vais souvent l'utiliser dans différents cas et vous montrer qu'est-ce qui peut remplacer par rapport à ce que vous pouvez avoir envie d'écrire ou être tenté d'écrire si vous ne pensez pas à la STL. Moi, le premier, hein, on est bien d'accord, lorsque je veux copier des données, je ne pense pas forcément à la fonction stdcopy de la STL et je pense d'abord à faire des boucles ou des choses comme ça. Donc, mais voilà ici un exemple typique de la copie de données et pour montrer qu'elle est effectivement très très efficace. Alors, qu'est-ce que j'ai défini? J'ai défini un tableau de nombres premiers qui est sous forme d'un vecteur, qui comprend les valeurs 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Je pense qu'il doit y en avoir 10, 2, 4, 6, 8, 10. Oui, donc il y a les 10 premiers nombres premiers. Et puis, je vais définir trois autres vecteurs vides que j'ai appelés prime copy 2 et prime copy 3. OK. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas appelé prime copy 1, mais peu importe. Donc, la première idée que j'ai, lorsque je vais faire une copie, ben, je fais prime copy égale primes. Okay. C'est ce que j'ai fait à la ligne 4 ou 5, là, 5. Et ça marche. On voit bien que à l'exécution de ma copie, je retrouve bien mes 10 valeurs, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, pas de problème. Et donc, on peut se dire que le problème de la copie, il est résolu. Il suffit de faire nouvelle variable égale variable initiale et tout fonctionne puisque le égal, j'ai un constructeur par copie. Souvenez-vous, lorsque je crée un nouvel objet, j'ai par défaut un constructeur par copie qui est créé, qui permet de faire une copie des données. Alors ici, ça marche bien. Ça marche bien parce que tout simplement, les types de données élémentaires utilisés dans mon vecteur sont des entiers. Donc là, il n'y a pas de problème. Le constructeur par copie va bien copier l'ensemble des valeurs 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 sans aucun souci. Et je peux faire un primes underscore copy égale primes. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça marche ici. Ça marcherait moins bien lorsque j'ai des données qui sont beaucoup plus complexes. D'accord? Imaginez que je ne copie pas des entiers, que je n'ai pas un vecteur entier, mais que j'ai un vecteur d'objet. Et qu'à l'intérieur de cet objet, j'ai des données complexes avec éventuellement de l'allocation dynamique, etc., etc. Et souvenez-vous, lorsque j'ai évoqué ces problèmes-là, ces aspects-là, j'avais dit que lorsqu'il fallait donc, lorsqu'on a des données réellement complexes en termes d'occupation mémoire, vous devez écrire un constructeur par copie avec votre classe. Et effectivement, vous devez avoir un constructeur par copie pour ça, si vous voulez utiliser le égal et donc faire une affectation d'un certain container dans un autre container. Je ne suis pas sûr non plus, ça sera vérifié, qu'en dehors des OE et des vecteurs, le égal fonctionne, typiquement avec une liste, avec une stack, avec je ne sais pas. Ça serait à vérifier si effectivement cette copie peut être faite. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est faire différemment. D'accord? Et la première idée, c'est je fais une boucle. Bien évidemment, vous avez ici un vecteur de 10 éléments. Vous allez faire une boucle sur l'ensemble de ces 10 éléments. Et donc, vous allez prendre chacune de ces valeurs et puis la copier dans la destination. Et c'est ce que j'ai fait ici. Alors, je me suis souvenu de mon cours de hier. J'ai utilisé des itérateurs. Hein. J'aurais pu très bien le faire sans itérateur. Hein. J'aurais pu faire avec une boucle avec un index ou une boucle avec le range. J'aurais pu faire aussi une boucle while, peu importe. Ici, j'ai fait une boucle for avec des itérateurs. Donc, un for auto it égale primes.begin. Donc, effectivement, donc it devient ici un itérateur qui se positionne au début de mon vecteur primes. Mon test d'arrêt, c'est que mon itérateur
atteigne la dernière case de mon vecteur, donc avec primes.end, et j'incrémente mon itérateur avec un plus cité, puisque j'ai dit qu'il valait mieux faire une incrémentation préfixée plutôt que postfixée pour éviter une copie inutile. Et donc, bien évidemment, dans IT va prendre les différents index, on va dire pour faire simple, de mon vecteur, donc va se positionner sur 2, sur 3, sur 5, sur 7, 11, etc. Et donc, pour accéder à la valeur 2, à la valeur 3, 5, etc., j'accède par l'opérateur de étoile, et donc j'accède aux valeurs avec étoilité. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me souviens que j'ai une fonction membre de la classe vecteur qui s'appelle pushback et qui me permet d'introduire, d'ajouter un nouvel élément à la fin de mon tableau. Donc, qu'est-ce que je fais pour chacune des valeurs de mon vecteur? Je vais donc faire un pushback dans la variable primescopy2 ici. Et donc, après la première itération, primescopy2 vaut 2, puis après la deuxième primescopy2 vaut 2 et 3, puis 2, 3, 5, 2, 3, 7, etc., etc., jusqu'à la fin. Donc je fais 10 instructions pushback pour justement recopier intégralement le tableau. Okay. Donc c'est là où vous voyez bien que vous devez, comme je disais tout à l'heure, vous devez, lorsque vous faites une boucle for, trouver le début, trouver la fin, faites vos incrémentations soit d'index, soit d'itérateur ici, et puis après, utiliser une fonction qui permet de faire la copie pour chaque élément. Ça sous-entend aussi qu'il y ait une fonction qui soit disponible. Ici, pour le vecteur, c'est le cas, c'est avec pushback. Donc effectivement, lorsque je fais un cout de primescopy2, c'est la deuxième ligne exécutée, on retrouve les 10 valeurs dans primescopy2. Et donc enfin, troisième méthode, troisième façon de faire, c'est utiliser l'algorithme de la STL qui s'appelle copy. Donc, tous les algorithmes que je vais présenter sont tous de la forme std : quelque chose. Donc là, c'est std : copy. Vous retrouvez std : sort, std : find, etc., etc. Petit aparté, c'est là où c'est intéressant de voir qu'il ne faut pas utiliser le using namespace std. Que je peux mettre dans n'importe quel programme C++. Pourquoi il ne faut pas l'utiliser? Parce qu'au moins on voit très très bien que lorsque j'écris std : copy, je sais au premier coup d'œil que c'est l'algorithme copy de la STL qui est utilisé. Si j'avais utilisé le using namespace std au début, avant mon main, j'aurais appelé copy. Copy de primes, machin chose, etc. Et à ce moment-là, on n'a aucune idée de savoir si la fonction copy qui est appelée, c'est une fonction non membre que vous avez écrite, ou est-ce que c'est la fonction de la STL. D'accord? Alors si vous savez que vous n'avez pas écrit de fonction copy, c'est forcément la fonction copy de la STL, mais c'est quand même plus simple, plus facilement compréhensible de voir que lorsque j'appelle std : copy, j'appelle bien l'algorithme de copie de la STL. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur le using namespace std, mais c'est encore une preuve qu'il vaut mieux éviter de l'utiliser pour justement bien montrer qu'est-ce que vous utilisez comme fonction et d'où elle vient. Donc, ma fonction copy, elle fait quoi? Ma fonction copy, elle va prendre 3 arguments. Le premier, c'est le premier élément sur lequel on va travailler. Le deuxième argument, c'est le dernier élément sur lequel on va travailler. Donc, bien évidemment, comme je veux faire une copie de primes, ici dans primescopy 3, je vais passer l'intégralité des éléments. Donc, en allant de primes.begin, définir donc, mon itérateur de début, jusqu'à primes.end, itérateur de fin. OK. Et puis après, je vais faire quelque chose.
Si j'avais voulu ne faire une copie que des 4 premiers éléments, j'aurais fait un primes.begin, parenthèse, parenthèse, virgule, primes.begin plus 4. Hein. Si j'avais voulu copier de l'élément 3 à l'élément 5, j'aurais fait un primes.begin plus 3 jusqu'à primes.begin plus 5. Et donc, effectivement, on voit qu'on peut choisir très facilement qu'est-ce qu'on veut copier avec l'algorithme de copie de la STL, juste en spécifiant dans les 2 premiers paramètres les bons itérateurs qu'on souhaite. Soit l'intégralité du vecteur initial, grâce aux 2 itérateurs begin et end, soit un intervalle de ce vecteur en utilisant les itérateurs entre le premier élément et le dernier élément que vous voulez. Donc on voit que c'est relativement simple à utiliser. On sait qu'on prend un itérateur de début, un itérateur de fin. Voilà. Donc on connaît l'intervalle sur lequel on va travailler. Et puis derrière, comme dans la plupart des algos de la STL, on verra que on passe comme dernier argument la chose que l'on veut faire. Okay. Et ici, on va appeler un nouvel algo de la STL qui s'appelle backInserter, hein, et qui est un peu l'équivalent du pushback du vecteur. Et backInserter, si vous allez chercher dans la documentation de la STL, vous allez vous apercevoir qu'il va vous permettre de copier les données qui sont délimitées par vos 2 itérateurs à la fin de la variable qui est passée en paramètre de backInserter. D'accord? Donc là, bien évidemment, j'appelle donc std:2.2.backInserter entre parenthèses de primescopy 3. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce que ça va faire? Ça va copier l'intégralité des valeurs qui sont entre primes.begin et primes.end à la fin de primescopy 3. Okay. Et donc, primescopy 3 étant un vecteur qui était initialement nul, vous vous retrouvez avec primes à l'intérieur de primescopy 3. Donc, vous voyez qu'en une seule ligne, sans avoir à vous préoccuper de quoi que ce soit, hein, vous avez juste réussi à copier un vecteur dans un autre, sans même vous préoccuper de la taille de ce vecteur, sans même vous préoccuper de faire une boucle for et d'incrémenter un itérateur ou un index, juste en spécifiant, je copie de tel élément à tel élément et je le copie dans certaines destinations. D'accord. Donc rien de bien compliqué à utiliser la copie. J'ai évoqué en vitesse dans l'utilisation de la copie, et je le refais ici. Dans l'exemple précédent, je faisais quoi? Je copiais l'intégralité de mon vecteur. Et là, je ne voudrais copier qu'un sous-ensemble de ce vecteur. Alors, c'est un sous-ensemble contigu. Bien évidemment, ici, dans les exemples qui sont pris, je vais m'intéresser à ne copier qu'un certain nombre des éléments de mon vecteur initial dans un vecteur de destination. Okay. Donc, j'ai fait un vecteur qui s'appelle data ici, qui comprend les 2, 4, 6, 8 et 10 premiers nombres impairs. D'accord, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Et ce que je veux faire, c'est que je vais créer 3 sous-vecteurs qui s'appellent subdata 1, subdata 2 et subdata 3. Et ce que je veux, ça serait que de récupérer que les données qui sont entre l'index 2 et l'index 8. Hein, c'est ça, oui. Donc l'index 2, c'est la valeur 5, puisque mon tableau commence à l'index 0. Donc en 0, j'ai 1, en 1, j'ai 3, en 2, j'ai 5. Et puis l'index 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'index 8, c'est 17. Hein, c'est 17, c'est la valeur 17. Donc, comme l'index de fin
Ouais, je pense qu'on doit pouvoir copier la liste à l'envers. Je vais y revenir après. Donc, là, juste, je termine ce que je suis en train de dire sur donc l'index 8, c'est la valeur 17. Et on est bien d'accord, c'est que je vais m'arrêter. C'est comme lorsque j'utilise l'itérateur and, c'est la limite haute, donc je vais forcément m'arrêter à l'index en dessous. Donc la dernière valeur qui sera copiée, c'est l'index 7. Hein. Donc ça sera 15. Et effectivement, c'est bien ce qu'on voit dans l'exécution comment dire, de mon programme ici, que je vais copier les 6 valeurs qui commencent de l'index 2 à l'index 8 non inclus. Okay. Donc je l'ai fait, de 3 façons différentes. La première avec une boucle for, qui est la version la plus classique, entre guillemets, hein, qui va vous permettre, vous définissez votre itérateur à data begin plus 2, et puis qui s'arrête à data begin plus 8. Et donc, vous faites le pushback de étoilité, comme j'ai pu présenter tout à l'heure. Donc, par rapport à la copie globale, c'est exactement la même chose que la copie précédente, avec, je définis mon itérateur de début, mon itérateur de fin, en utilisant data begin plus 2 et data begin plus 8. Version copie comme on a utilisé tout à l'heure, donc c'est exactement la même chose. Je fais la std copie sur itérateur de début à data begin plus 2, itérateur de fin à data begin plus 8, et j'utilise std back inserter de subdata 2, dans subdata 2 pour récupérer les données. Et puis la dernière, c'était la version que je voulais vous présenter ici, c'est qu'on peut le faire de manière, alors c'est un algorithme entre guillemets implicite, fourni par la STL, c'est ce qu'on appelle un constructeur d'intervalle, un range constructeur. D'accord? Et je définis subdata 3 comme étant égal à. Donc j'ouvre une accolade ouvrante, accolade fermante. Donc lorsque j'ouvre une accolade, lorsque je mets une accolade ouvrante, accolade fermante, ce sont les valeurs initiales que je mets dans mon vecteur. Dans mon tableau, c'est toujours comme ça qu'on a fait. Typiquement, le vecteur data, il est initialisé comme ça en haut. Mais lorsque, à l'intérieur de cette accolade ouvrante et fermante, je mets 2 itérateurs, il va copier effectivement l'intégralité des données qui sont entre l'itérateur de début et l'itérateur de fin. Donc vous voyez qu'ici, subdata 3, il ne va pas me copier seulement la valeur qui est à l'itérateur 2 et la valeur qui est à l'itérateur 8, mais il reconnaît que ce sont des itérateurs. Et donc, c'est une surcharge du constructeur, de l'initialisation du constructeur initial, et qui vérifie que ce n'est pas des valeurs qui sont passées, mais des itérateurs. Et donc, à ce moment-là, il fait une itération et il fait une copie de l'intégralité des données entre data begin plus 2 et data begin plus 8. OK ? Donc, c'est quelque chose qui est très, très utilisé, encore plus que la copie. Et donc, à ce moment-là, si on voulait faire une copie complète, on ferait un subdata 3 égale accolade data.begin, data.end, accolade, et vous avez ainsi la copie complète de votre vecteur. Alors, pour répondre aux questions que vous avez posées, est-ce que de cette manière, on peut copier la liste à l'envers? Alors, est-ce qu'on peut copier les listes à l'envers? Avec la boucle for, oui. Le premier façon, on peut facilement le faire. Il suffit de faire for auto it égale data.rbegin plus 8, it différent égal de data.rbegin plus 2. Non, c'est le contraire. Data rbegin plus 2 jusqu'à it différent de data.rbegin plus 8, plus it. Donc on fait le reverse pardon, on utilise l'itérateur inversé en commençant à rbegin plus 2 et en rbegin plus 8. Donc on va de. Alors c'est pas, je dis une bêtise, puisque data begin plus 8, ça correspond à 17. 17
Alors 17, c'est 0, 1. Donc on commence à 15, et donc à 15, c'est effectivement 2. Donc c'est RBegin plus 2, puisque la valeur 15, elle est au deuxième case à partir de la fin. Et on va jusqu'à 5, et 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ça sera 8 aussi. Parce que, alors, là c'est exactement la même chose, parce que j'ai pris les 6 valeurs centrales. Donc, c'est symétrique. Donc, si on veut utiliser un itérateur inversé, on va commencer à data.rbegin plus 2, qui va correspondre à la valeur 15. Et on va aller jusqu'à data.rbegin plus 8, qui va être le 3. Et donc, la valeur copiée, ce sera le 5. Et donc, à ce moment-là, on fait un plus ité aussi, et on fait un pushback. Et effectivement, vous avez bien une copie de 15, 13, 11, 9, 7, 5, en utilisant les itérateurs inversés. Si vous ne voulez pas utiliser les itérateurs inversés, vous commencez à data.begin plus 8, vous vous arrêtez à data.begin plus 2, et vous faites un moins it, ce qui vous permettra de faire exactement la même chose. Avec le std2.copy, est-ce qu'on peut faire une copie inversée? Alors peut-être bien en faisant un data.rbegin et un data.rbegin plus 8. Alors à la rigueur, ce que je peux essayer de faire, éventuellement, c'est le faire. On peut essayer, on va essayer de faire ça. Ça, je ferme, ça, je ferme, ça, je ferme. Je ferme, je vais faire un open. Ça, je vais fermer. Ça, je fais. Est-ce que vous voyez ma fenêtre de code? Mon terminal, je veux dire. Ok, merci. Oui, je suis là. C'est des leçons 5. Parfait. Donc là, ça s'appelait range. Sublime. On va faire un range. Alors, je vais faire cp range.cpp dans range reverse. Voilà, on va l'ouvrir. Merde. Hop. Alors, non. Là, ça, je vais rebasculer. Hop. Voilà. Donc, je disais, alors si je fais en inverse, si je vais faire un std, je vais recopier ça, je vais l'appeler 4. Et donc j'ai dit, si je fais un rbegin plus 2 jusqu'à un rbegin plus 8, à partir de la fin, on va faire ça et on va essayer de l'enregistrer, on va essayer de le compiler. Clang++ .std égale c++ 11. Je l'ai appelé range reverse.cpp-o range reverse. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié un mois. Ah merde, c'est plus 11. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une... Ah, décidément. Bah. Plan plus, moi... Je vais mettre un double égal. Je suis fatigué aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, donc j'ai fait ma boucle for en commençant de la fin avec le rbegin plus 2. Et donc, il m'a fait 15, 13, 11, 9, 7, 5. Donc, ça, c'est bien. Donc, si je le fais maintenant avec, on va faire un 5. 5,
5. Et donc là, je vais commencer à begin plus 8. Je vais m'arrêter à begin plus 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un moins IT. Ça va être un peu décalé. Oui, je commence à 17, ce qui est normal puisque je suis censé commencer à 7. Voilà. Parce que c'est le premier élément que je dois commencer, et donc je dois m'arrêter forcément à plus 1, puisqu'il faut que j'aille chercher le dernier élément, puisque c'est ma boucle de fin. Voilà. Et donc là, j'ai aussi fait une copie inversée. Alors, si je veux faire la copie, celle-là, dans subdata 6, alors si je fais un rbegin plus 2 et je m'arrête à rbegin plus 8, vous avez une copie à l'envers, et puis le dernier. Alors le dernier, je ne sais pas faire. Comment faire? Ah ben si, peut-être si, avec le rbegin, tout simplement. Donc ça va être 7. Et si je commence à rbegin plus 2 et je fais un rbegin 8, et vous avez une copie inversée également. Donc vous voyez, c'est là l'utilisation. Alors je reviens, je vais revenir après. Alors je vais continuer à répondre aux questions. Donc vous voyez l'intérêt ici de l'utilisation de rbegin, hein, et de rand, enfin de rbegin en l'occurrence ici, qui vous permet de parcourir votre vecteur dans l'autre sens. Et vous voyez, donc c'est très facile de justement se promener à l'intérieur de votre vecteur ou de votre tableau, dans un sens, dans un autre, et puis en extraire effectivement les différentes valeurs comme vous voulez. Alors, je vais essayer de continuer à répondre aux questions qu'il y avait. Alors, y a-t-il au moyen de voir la vitesse d'exécution des 3 ? Alors, l'autre question, j'imagine que les algos STL gèrent les exceptions, bien évidemment. C'est aussi l'intérêt de ce genre de choses, c'est que vous n'avez pas de soucis et que vous avez toute l'intégralité des tests qui sont faits et en cas d'erreur, vous avez des exceptions qui sont générées, de même style que les out of range, que lorsque j'utilisais les vecteurs en faisant la fonction membre at. Donc ça, pas de problème. Donc c'est aussi une force d'utiliser les algos de la STL. Y a-t-il moyen de voir la vitesse d'exécution des 3? Bah oui, il faudrait faire un test de performance, c'est-à-dire mesurer le nombre de tics d'horloge avant l'exécution du premier, mesurer après, et puis faire la différence, puisque ça doit aller, je pense, assez vite. J'aurais tendance à dire que les algos de la STL seront sûrement plus rapides que vos boucles forts que vous pouvez faire. Et après, entre le copy ou la version range, constructeur, je ne sais pas. Peut-être que le constructeur sera peut-être plus rapide, c'est possible, je ne sais pas. Ça sera à vérifier. J'ai vu, je ne comprends pas pourquoi le begin plus 2 prend 3 termes, alors que le begin plus 8 en prend 8. C'est au moment où j'ai fait le... Alors, j'ai compris. Là, lorsque j'utilise ça, ou ça, par rapport à ça, si on... Je vais mettre les index juste au-dessus. Donc là, on a l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Okay. Donc là, c'est tous mes index de mon tableau. Donc lorsque je veux faire une copie de l'index 2 à l'index 8, je vais effectivement, mon premier élément, lorsque je fais ma boucle for, ou lorsque je fais le copie, ou lorsque je fais ça, je me positionne toujours sur le premier élément que je vais copier. Donc le premier élément que je vais copier, ça va être 5 puisque c'est l'index 2.
OK. Et le deuxième valeur, ici, c'est non pas le dernier élément, mais c'est le premier élément que je ne prends pas. D'accord. Lorsque vous faites une boucle for, toute simple, vous écrivez for i égale 0, i inférieur à n, i plus plus, n étant la taille de votre tableau. Vous pouvez aussi écrire i différent de n. C'est exactement la même chose, hein, parce que du fait de l'incrémentation ici, que vous écrivez i inférieur à n ou i égale n, c'est la même chose, puisque la dernière valeur que vous allez utiliser, lorsque vous allez incrémenter, vous arrivez à i égale n. Et donc i égale n, c'est votre boucle d'arrêt. Et si vous faites i inférieur à n, ben, dès que vous êtes passé à n, c'est la même chose. Donc, que vous écriviez i différent de n ou i inférieur à n, c'est pareil. Donc ici, sur les itérateurs, on ne met pas d'inférieur. On teste la valeur exacte, puisque rien ne garantit dans les itérateurs que les données sont contiguës en mémoire et que les cases mémoire vont être incrémentées. Et puis ça dépend où c'est qu'on est dans la mémoire, si on est dans la pile ou dans le tas. Les adresses sont soit incrémentées, soit décrémentées. Donc, on fait vraiment une égalité. Donc, ce que je teste ici, c'est que je teste que mon itérateur est toujours différent de cette valeur-là. Et tant qu'il est différent de cette valeur-là, je vais faire l'exécution du pushback ici. Et donc, au moment où mon itérateur est égal à 8, c'est-à-dire que lorsqu'il est ici, j'ai copié tous les éléments à partir de 2. Le dernier que j'ai copié, c'est 15. J'incrémente mon itérateur il passe à la case 8. Et effectivement, s'il passe à la case 8, cette instruction n'est plus validée et donc je sors. Je sors et je ne fais pas le pushback. Et c'est exactement la même chose ici. Et c'est la même chose ici. Donc ça, c'est la condition limite qui est utilisée. Ce n'est pas la dernière valeur qui est copiée, c'est la condition limite. De la même manière, lorsque hier je vous ai parlé des itérateurs, je vous ai dit que le AND, l'itérateur AND, c'est la case suivant la dernière case de votre vecteur, et donc effectivement, ce qui permet de pouvoir copier la dernière case de votre vecteur. OK. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions, donc on va pouvoir revenir dessus. OK. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire plein de choses pour extraire des données dans un sens ou dans un autre avec les itérateurs. Et vous voyez là, c'est toute la puissance ici des itérateurs par rapport à d'autres, aux méthodes plutôt plus traditionnelles. Okay. Maintenant, je vais m'intéresser, alors là, pour l'instant, on a fait des choses relativement basiques, hein. Je vais m'intéresser au tri. Alors le tri, c'est quelque chose qui peut être très simple ou très compliqué. On va faire un tri, on va progresser un tout petit peu dans la complexité des tris, et on va s'intéresser d'abord au tri de base. J'ai deux fonctions qui permettent de faire du tri, qui s'appellent sort et qui s'appellent reverse. Sort va vous permettre de faire un tri croissant, et reverse, bien évidemment, un tri décroissant. Alors sur les nombres, c'est très facile à comprendre, hein. J'ai fait un vecteur de nombres de 2, 4, 6, 8, toujours 10 nombres, avec des valeurs positives, des valeurs négatives, et bien évidemment, aucune de ces valeurs n'est triée ici. Okay. Et je vais appeler la fonction sort, qui va me faire, dans sa version la plus simple. Version la plus simple de sort, c'est je passe l'itérateur de début, l'itérateur de fin. Et le tri se fait à l'intérieur du vecteur sur lequel on itère. Bien évidemment, c'est ce qui me permet d'afficher numbers avant de faire sort et d'afficher numbers après sort. Et vous voyez qu'effectivement, les deux premières lignes de l'exécution de mon code, première ligne, j'ai bien numbers tel qu'il est initialement créé, 0, moins 4, 2, 10, 1, moins 5, 6, moins 7, 12, 3. Et une fois que j'ai fait l'appel de l'algo sort de la STL avec std:2.2.sort sur l'intégralité du vecteur, en passant
Pourquoi? En passant 2 itérateurs, l'itérateur qui pointe sur la première case et l'itérateur qui est après la dernière case de mon vecteur et qui symbolise la fin. Donc effectivement, je vais bien faire l'algo de tri sur l'intégralité des binombres de mon vecteur. Okay, et je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Et effectivement, vous retrouvez ici le vecteur numbers qui est trié par ordre croissant, -7, -5, -4, 0, 1, 2, 3, 6, 10, 12. Ok. J'avais pris soin d'avoir aucune valeur identique. Si vous aviez des valeurs identiques, ben, elles s'enchaîneraient les unes après les autres, bien évidemment. Ok. Reverse fait exactement l'inverse. Reverse fait un tri décroissant. Alors j'ai fait le tri décroissant à partir du tri ordonné croissant, mais si vous aviez fait le tri reverse sur le vecteur initial numbers, bah, vous obtiendrez quand même le même résultat, à savoir 12, 10, 6, 6, 3, 2, 1, 0, -4, -5, -7. Okay, j'ai fait, pour vous montrer que ça ne s'applique pas que aux entiers, hein, aux nombres, hein, j'ai fait la même chose sur un vecteur de chaîne de caractères, d'accord, avec 2, 4, 6, 6 mots, et j'ai fait un sort et un reverse. Alors si vous regardez dans l'ordre alphabétique entre guillemets ou alphanumérique des chaînes de caractères, les nombres sont avant les mots en majuscules qui sont eux-mêmes avant les mots en minuscules. D'accord, ça dépend, c'est lié à la valeur ASCII ou Unicode, je pense à ASCII ici, des différents caractères et des différents mots. Donc un mot, le mot hello, avec une H majuscule, et avant puisque la lettre H est avant la lettre T en majuscule. D'accord, et donc ici, je n'ai aucun mot qui commence par la même lettre. Non, si j'avais eu des mots qui commençaient par la même lettre, ben, on aurait classé par rapport à la deuxième lettre, etc., etc. Et donc, on peut faire un sort et un reverse sur le vecteur de mots, de la même manière qu'on a fait le sort et le reverse sur le vecteur de nombre. Alors ici, ça marche, et ça marche tout de suite. Hein, ça marche tout de suite parce que, pour une raison simple, c'est que l'opérateur de comparaison, inférieur ou supérieur, parce que c'est ça, lorsque j'appelle sort, c'est qu'implicitement on appelle un opérateur de comparaison qui est inférieur, et lorsque j'appelle reverse, on a un opérateur de comparaison qui est supérieur, qui existe à la fois pour les nombres entiers, ou enfin pour tous les nombres globalement, et qui existe aussi pour les chaînes de caractères. D'accord ? Donc c'est pour ça que l'appel de la fonction sort se fait de manière très simple, en une seule ligne, et vous avez juste à passer l'itérateur de début et l'itérateur de fin. Donc c'est très pratique. On voit, en une ligne c'est écrit, et puis comme je parlais d'expressivité tout à l'heure, on comprend bien ce que ça fait. Hein, c'est que effectivement, vous appelez sort et vous passez l'itérateur de début, l'itérateur de fin, et puis en une ligne c'est fait. Et l'algo qui est utilisé derrière est sûrement, et sans aucun doute, bien plus efficace que tous les algos de tri que vous pourriez essayer de mettre en place. Alors c'est un peu réducteur d'utiliser juste sort comme ça, et c'est surtout que ça ne peut bien évidemment pas forcément s'appliquer à tous les cas. Ça s'applique ici sur des cas simples, avec des nombres, avec des chaînes de caractères, mais ça ne s'appliquerait pas aussi facilement sur des données structurées un peu plus complexes. Hein, comme une date, comme une to-do, comme j'en sais rien, une personne, un livre, bref, toutes les classes qu'on peut imaginer et qu'on peut avoir envie de trier. Donc le C++ va vous donner l'opportunité de faire ça, rassurez-vous. Hein. On ne va pas juste se limiter à utiliser un tri sur des entiers ou sur des chaînes de caractères, et on va pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. Donc on va y revenir par la suite, je pense. Oui, c'est un peu plus dans quelques slides. Hop. Je m'intéresse maintenant à supprimer des données. Hein. Supprimer des données,
dans un tableau. Donc ici, j'ai un tableau de nombres dans lequel je dois avoir forcément 10 valeurs, 2, 4, 6, 8, 10 valeurs, qui sont 0, 10, 20, 30, 40, moins 10 et moins 10. OK ? Donc effectivement, 10 valeurs, j'affiche ces 10 valeurs. Et ce que je veux faire, c'est supprimer toutes les valeurs qui sont égales à 10. Et ne retenir que les autres. OK ? Donc je vais pour ça appeler la fonction std_remove, qui porte bien son nom. std_remove, qu'est-ce qu'elle prend? Comme toutes les fonctions précédentes, elle va prendre un itérateur de début, un itérateur de fin, et puis, bien évidemment, elle va prendre en dernier paramètre ce qu'on veut supprimer. Ici, en l'occurrence, je veux supprimer une valeur 10, la valeur entière 10, et je vais supprimer effectivement ces 10 éléments. D'accord ? Et si vous faites, ça s'appelle à std_remove, et si vous faites l'affichage de numbers, vous allez vous apercevoir que votre tableau, enfin, votre vecteur de nombres, il a toujours 10 éléments. Okay. Par contre, ça a changé. Si vous voyez, il a supprimé tous les 10. On avait un 10 en case 1, en case 3, en case 4, en case 5. D'accord ? Et donc, effectivement, on va retrouver dans les 2, 4. Donc, vous aviez 1, 2, 3, 4. Il y avait 4 valeurs 10 et 6 autres valeurs. Et effectivement, si vous regardez donc la troisième ligne d'affichage, lorsque je raffiche numbers, j'ai 0, 20, 30, 40, moins 10, 0, 40, 10, moins 10, 0. Vous retrouvez dans les 6 premières valeurs 0, 20, 30, 40, moins 10 et 0. Ce qui correspond aux 6 valeurs restantes dans mon tableau de 10 éléments, donc, dans lequel j'ai supprimé tous les valeurs 10. Donc j'ai conservé le premier élément 0, l'élément d'index 0, 0, l'élément d'index 2, 20, l'élément d'index 5, 30, l'élément d'index 6, 40, et l'élément d'index 8, moins 10, et l'élément d'index 9, 0. OK. Et puis, vous avez après les 4 derniers éléments qui sont 40, 10, moins 10, 0, qui correspondent aux 4 derniers éléments du tableau initial. En réalité, remove ne va pas réduire la taille de votre vecteur initial. Il va faire tout le décalage, c'est-à-dire qu'il va récupérer tous les éléments qui doivent être conservés, donc ici toutes les valeurs sauf 10, va les repositionner en en-tête de votre tableau et va laisser les X cases finales de votre tableau avec ces valeurs initiales. Et en réalité, que fait std_remove? Va vous renvoyer un itérateur sur le dernier élément de votre, entre guillemets, nouveau tableau. Donc en l'occurrence, l'itérateur auto-it égale std_remove machin chose va être un itérateur sur le 40, puisque c'est l'itérateur de fin, donc pour conserver uniquement les 2, 4 et 6 premières valeurs. Donc l'itérateur, il va être sur la case 7 de votre tableau. Okay. Et c'est souvent ce que peuvent faire certains algorithmes de la STL, c'est renvoyer des itérateurs sur la dernière valeur valide ou au contraire la première valeur trouvée. On verra en particulier lorsqu'on fait une recherche avec Find, il va renvoyer un itérateur sur la première valeur trouvée. Okay. Et donc c'est pour ça que votre tableau de numbers, il a toujours 10 éléments, puisque finalement aucun n'a été supprimé. Il n'y a eu qu'un réarrangement des données. Donc on a réarrangé dans les 6 premières cases les 6 valeurs qui sont différentes de 10. Et on a laissé dans les 4 dernières cases les 10 valeurs initiales. Donc il ne faut pas voir ça comme, lorsqu'on fait un remove, il ne faut pas voir ça comme je supprime case par case
les valeurs ici recherchées qui sont 10. Donc en gros, je ne supprime pas la première case et donc je fais un décalage de toutes les autres cases, puis je ne supprime pas le deuxième bis et je continue à faire un décalage, etc. etc. Non, non, vous faites il y a une sorte de décalage qui est fait, mais vous avez un maintien des données au-delà de l'itérateur, de retourner par la fonction std_remove. Et donc, comment je vais donc ensuite effacer ces données? Ben, vous avez une autre possibilité. Vous avez la possibilité d'utiliser la fonction erase. La fonction erase, c'est quoi? C'est une fonction membre de numbers. Et on le voit bien, puisque c'est numbers.erase. Alors que lorsque je fais std2.remove, c'est une fonction de la STL, c'est une fonction free qui travaille sur ici un vecteur, numbers, tandis que la fonction erase, c'est une fonction membre de la classe vecteur et qui est appliquée ici à numbers. OK? Et donc la fonction erase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en paramètre deux itérateurs, l'itérateur de début de ce que je veux supprimer, jusque l'itérateur de fin de ce que je veux supprimer. Donc moi, ce que je veux supprimer, c'est la fin de mon tableau. C'est donc les 4 dernières valeurs qui sont 40, 10, moins 10 et 0, qui n'ont plus lieu d'être. Mon itérateur de fin, c'est facile, c'est la fin de mon tableau, donc c'est numbers.end. Donc je vais supprimer jusqu'à la valeur 0 inclus, qui est la dernière valeur de mon tableau. OK. Et puis, le début de ma suppression, bah, c'est l'itérateur renvoyé par la fonction std_remove. Okay. Et donc, ce que je fais, c'est donc, je passe cet itérateur IT que j'ai obtenu là-haut et que je passe en premier paramètre de erase. Alors, si on voulait être plus court, je pourrais le faire en une seule ligne et faire un numbers.erase parenthèse, std2.remove de number.begin, number.end, virgule 10, parenthèse, virgule, numbers.end. Et en une seule ligne, vous avez votre fonction qui fait le remove des valeurs, et puis l'algo qui supprime les valeurs, et puis l'appel de la fonction membre, erase, qui permet de supprimer effectivement les valeurs qu'on ne veut pas garder à la fin de votre tableau. Et donc vous avez effectivement, lorsque je fais un dernier cout sur numbers, vous avez bien uniquement que les 6 premières valeurs qui sont les valeurs qui ne sont pas égales à 10 dans votre tableau initial. OK? Donc ça me permet aussi là de réinsister sur le fait qu'il y a une différence entre les fonctions membres et les fonctions non membres. Hein. Le std2.remove, c'est un algo générique de la STL qui permet de faire une suppression d'éléments et qui renvoie un itérateur sur le premier élément, un itérateur après le dernier élément, pardon. Et alors que la fonction erase, c'est une fonction ici qui est une fonction membre de la classe vecteur et qui s'applique ici qu'au vecteur. Alors que remove pourrait s'appliquer sur n'importe quel container de la STL. OK. Question. Pourquoi il y a toujours... Ah, bonne question. Mais ça, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, pourquoi il y a toujours un 10 dans votre vecteur à pouvoir faire un std_remove? Parce que, tout simplement, mon std_remove, qu'est-ce qu'il fait? Mon std_remove, il ne fait que... comment dire? Alors, pour l'expliquer, je vais l'expliquer de manière simple. Vous prenez votre vecteur. Vous prenez votre vecteur, vous avez 0, 10, 20, 10, 10, 30, 40, 10, moins 10 et 0. Vous le prenez et vous supprimez tous les 10. Okay, vous obteniez 0, 20, 30, 40, moins 10, 0. Le résultat final. Okay, hein, et en réalité, ce que fait std_remove va chercher la liste des valeurs qui ne sont pas égales à 10.
Donc, va trouver les 6 valeurs en question. Et ces 6 valeurs, va les copier dans le tableau Numbers. Okay. Donc, c'est pour ça qu'aux 6 premières places de votre tableau Numbers, vous trouvez 0, 20, 30, 40, moins 10 et 0. OK. Mais votre tableau Numbers, il a 10 cases. Donc, vous allez retrouver, après avoir fait le STD Remove, vous allez retrouver 40, 10, moins 10 et 0 dans les 4 dernières cases. Parce que ces 4 dernières cases n'auront pas été touchées. Donc, en gros, pour faire simple, la fonction l'algo STD Remove, qu'est-ce qu'il fait? Il va extraire du vecteur passé en argument l'ensemble des valeurs qui ne sont pas égales à 10. Okay. Mais ces valeurs ne sont pas envoyées, ne sont pas retournées comme étant un nouveau vecteur. On pourrait imaginer que STD Remove renvoie un nouveau vecteur, mais ce n'est pas le cas. Hein, parce que quand on fait un remove, ça veut dire qu'on supprime, on ne fait pas une extraction d'un sous-ensemble. D'accord? Donc, remove va trouver la liste des 6 éléments extraits et va les recopier dans Numbers, aux 6 premières cases. Okay? Mais comme votre Numbers il a 10 cases, ben les 4 dernières cases ne sont pas touchées. Okay? Et c'est pour ça que derrière, on fait un erase pour supprimer les 4 dernières cases. Est-ce que c'est plus clair? Bon, je pense que oui. Parfait, nickel. D'accord? Donc, pour faire simple et pour expliquer en vitesse, mon remove extrait l'ensemble des nombres qui sont différents de 10. Donc, il en trouve 6. Ces 6 nombres sont recopiés au début de notre tableau Numbers. Okay. Et donc, les 4 dernières cases ici, puisqu'il n'y a que 6 nombres qui sont extraits, les 4 dernières cases, à l'issue de la fonction remove, sont inchangées. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut les supprimer avec erase. Je vais me poser la question de trouver. Je vais de trouver un élément. D'accord? Je veux trouver un élément dans ici un tableau un vecteur d'entier. Ce vecteur d'entier 2, 4, 6, 8, j'en ai 11. J'ai 11 nombres a priori dedans. Et ce que je veux chercher, c'est le nombre 42. Parce que vous savez tous que 42, c'est la réponse universelle. Et donc, je veux chercher cette valeur 42 dans mon tableau. D'accord? Donc, pour ça, j'ai, oh merveilleux, un find. Pourquoi je l'ai appelé find et pas std find? C'est une bonne question. Attendez, je veux regarder mon code. Il s'appelle find.cpp. Ouais, il est pour un std. Alors, je fais ça. Clang plus moins std égale c plus 11 et je fais un find.cpp -find. Bah oui. Oui, c'est pareil. Autant pour moi, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire ça. On va le changer là. C'est un find, c'est un std. Hop. Et voilà. Non, pardon, c'est pas celui-là que je veux faire. Windows, play. Alors là, je reviens là. Et voilà. Donc, je cherche un élément dans un tableau de nombres. Et si vous regardez page précédente, l'appel de remove, un itérateur début, un itérateur de fin, une valeur.
pour faire find, ben, c'est exactement la même chose. J'appelle l'algorithme find, je lui passe un itérateur de début, un itérateur de fin, et je lui passe la valeur que je cherche. Et que va m'envoyer find? Find va m'envoyer un itérateur sur le premier élément trouvé. D'accord? Donc, s'il me trouve 42, il va me le trouver, bien évidemment, parce que 42 est même plusieurs fois à l'intérieur de mon tableau. Il va me renvoyer l'itérateur sur le premier élément 42 trouvé. Donc, en l'occurrence, ici, il va me renvoyer un itérateur sur la 0, 1, 2, la quatrième case, la case d'index 3, la quatrième case, celle qui est après 0, 10, 20. OK? Et il va me renvoyer que ça. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'après cette quatrième case, en 5, 6, en 7e, 8e et 10e case, j'ai aussi la valeur 42. OK? Donc, il va me le trouver qu'une seule fois. Et on voit effectivement, hein, on verra après la suite, mais on voit qu'il le trouve la première fois à la position 3. 0, 1, 2, 3. D'accord? À l'index 3. Si jamais il n'y a pas 42, si jamais, mettons, chercher 52, et 52, il n'y a pas, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Il va me renvoyer un itérateur qui est l'itérateur de fin. Hein, pour m'indiquer que dans le tableau, il ne l'a pas trouvé. Hein, l'itérateur de fin, c'est l'itérateur qui est après la dernière case de mon tableau, c'est-à-dire l'itérateur qui est après la case dans laquelle j'ai 0 à la fin. OK? Je vous le rappelle une nouvelle fois. Donc effectivement, si jamais il ne le trouve pas, il renvoie l'itérateur de fin. Donc, ma fonction find, mon algorithme find va me renvoyer un itérateur sur la valeur. Donc éventuellement, si je veux afficher la valeur, je fais un étoilité, je fais un cout de étoilité, et effectivement, il va m'envoyer 40, il va m'afficher 42. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de trouver le numéro de la case. Hein, savoir est-ce que c'est la case 0, la case 1, la case 2, la case 3, la case 4, la case 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 de mon tableau. Et donc pour ça, j'ai un algorithme qui s'appelle distance. Distance va me permettre de mesurer dans un vecteur ou dans un tableau, hein, l'écart qu'il y a entre distance me permet de mesurer l'écart entre deux itérateurs d'un même container, pour faire simple. Okay, donc moi, ce que je veux, c'est que ma méthode find, ma fonction find, mon algorithme find, pardon, m'a renvoyé un itérateur sur la première occurrence de 42 trouvée dans mon tableau numbers. Donc IT, c'est un itérateur de numbers, et ce que je veux, c'est remonter au numéro d'index de mon tableau, dans lequel j'ai la valeur 42, et donc j'utilise cette fonction de distance, cet algorithme distance, et je lui passe en paramètre le début de mon tableau, l'itérateur sur le début de mon tableau, donc numbers.begin, et puis je lui passe mon itérateur que j'ai trouvé via l'algorithme find. Et donc effectivement, ici, dans la valeur index, j'obtiens le numéro de la case de mon tableau, effectivement ici la case 3, d'accord, ce qui est vrai, puisque la case 0 j'ai 0, la case 1 j'ai 10, la case 2 j'ai 20 et la case 3 j'ai 42. Donc la première fois où on l'a trouvé, c'est à la position 3, grâce à la méthode distance. Effectivement, si j'avais atteint la fin de mon vecteur et que je n'avais pas trouvé, par exemple, 52, si j'avais cherché 52, j'aurais renvoyé numbers.end comme étant le résultat de find pour indiquer que je n'avais pas trouvé la valeur. Et donc, dans ce moment-là, j'aurais affiché ici not found et pas la position à laquelle j'avais trouvé. Okay, donc, ça me permet de trouver la première occurrence. Alors, j'ai un deuxième algo qui est assez intéressant, qui s'appelle count. Et count va me permettre de trouver le nombre de fois où j'ai quelque chose.
Donc, de manière totalement identique à find ou à d'autres algos, count prend quoi? Count prend un itérateur de début, un itérateur de fin, et puis la valeur qu'on cherche. Alors, count ne va pas me renvoyer des itérateurs, count va me renvoyer un nombre. Il va m'envoyer un nombre et c'est le nombre d'occurrences de l'élément cherché. Ici, 42 dans le vecteur de nombre passé en paramètres entre les deux, enfin passé sous forme d'un itérateur de fin, un itérateur de début, un itérateur de fin à count. OK. Et donc effectivement, j'ai bien 4 fois 42 à l'intérieur de mon tableau, de mon vecteur de nombre. Et c'est ce qui m'affiche. Si NB n'était pas vrai, qu'est-ce que ça veut dire NB n'est pas vrai? Ça veut dire qu'NB est égal à 0. Ça voudrait dire que si j'avais par exemple cherché 52 qui n'existe pas dans mon vecteur de nombre, NB aurait été égal à 0, et donc si NB est égal à 0, donc le test n'aurait pas été validé et j'aurais fait afficher not found. OK. Donc voilà, voilà pour find de base, avec distance, choses qui sont très utilisées. Count est beaucoup utilisé aussi lorsqu'on cherche des éléments. Alors, si vous voulez trouver plusieurs valeurs, hein, si par exemple je veux afficher, je veux trouver toutes les valeurs 42 dans mon tableau, ben, à ce moment-là, vous devez faire une boucle. C'est vous-même qui faites la boucle. Hein, il n'y a pas de recursive find, entre guillemets, ou de itérative find, ou multiple find dans les algos de la STL. Et vous pouvez le faire vous-même de manière relativement simple. Hein. C'est juste une boucle while qui va itérer sur tout le tableau, tout le vecteur, en incrémentant l'itérateur. Donc comment on passe? Comment je fais? Donc là, j'ai choisi de le faire avec une boucle while, parce que c'est, je pense, le plus simple à utiliser, puisque je ne connais pas le nombre d'itérations que je vais faire. Je ne connais pas le nombre de fois où je vais trouver un élément. Si par exemple j'avais cherché 52, j'aurais fait une recherche, et une recherche m'aurait amené à l'itérateur AND, et donc j'avais pas besoin d'aller plus loin. Si je l'avais trouvé 10 fois, dont la première fois à l'index 0, ben, je refais l'index 0, puis je recherchais à partir de l'index 1. Si je l'avais trouvé à l'index 3 après, je repassais à l'index 3 et je recherchais à partir de l'index 4, etc., jusqu'à la fin. Donc je ne connais pas a priori le nombre d'itérations. Donc, il vaut mieux utiliser une boucle while ou une boucle do while plutôt qu'une boucle for. Les boucles for, je rappelle, sont utilisées lorsqu'on fait des calculs répétitifs dont on connaît le nombre d'itérations. Voilà, typiquement sur un tableau de taille connue, et pour chaque élément, on va faire quelque chose. Donc, généralement, on fait une boucle for. On utilise des boucles while ou do while plutôt dans le cas où vous ne connaissez pas a priori le nombre d'itérations, et que le nombre d'itérations va être lié aux données que vous allez avoir dans votre tableau et les résultats que vous allez calculer itérativement. Donc c'est le cas ici. Alors pourquoi une boucle while plutôt qu'une boucle do while? Alors là, c'est juste une question de compréhension du code, et pour éviter un bug. Je m'explique. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire dans mon code? Je vais parcourir l'intégralité de mon vecteur, du début jusqu'à la fin, et je vais chercher les valeurs successives, les itérateurs successifs, où j'ai ici 42 dans mon tableau. Dans le cas présent, testé, mon vecteur, il n'est pas nul. Il a des valeurs. Il a une dizaine de valeurs. Donc, je n'ai pas de problème. Je peux me positionner au début de mon itérateur, au début de mon vecteur avec l'itérateur auto-it égale numbers.begin. OK, et je pourrais faire une boucle do while et faire une recherche à l'intérieur de mon code. Si mon vecteur était nul,
je ne suis pas sûr qu'en faisant un do et un while, donc en faisant des instructions sur mon vecteur, je ne suis pas sûr que j'aurai pas de soucis. Alors, je ne peux pas le garantir, hein. Ça marcherait peut-être, je ne sais pas. Euh, Moi, je sais que j'ai préféré utiliser une boucle while parce que typiquement en usant la boucle while et en testant que it est différent de number.n, je m'affranchis de tous ces problèmes de rentrer dans la boucle si jamais mon vecteur est vide. Si mon vecteur est vide, le it, lorsque je fais it égale numbers.begin, il est égal à numbers.n puisque mon vecteur n'a pas de taille. Donc begin et end sont la même chose. Et donc, bien évidemment, si mon vecteur est vide, je ne rentre pas du tout dans la boucle while et donc je sors de mon code et il ne s'est rien passé. Okay. Donc je suis sûr de ne pas avoir d'erreur. Dans un cas d'une boucle do while, je ne suis pas sûr qu'il ne faudrait pas rajouter peut-être des vérifications supplémentaires. Peut-être ça marcherait, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Donc toujours penser qu'en fait un while ou un do while, la différence entre un cas, dans le cas du while, vous avez d'abord un test avant de faire la boucle. Dans le cas d'un do while, vous faites d'abord le contenu de la boucle avant de faire le test. Donc dans certains cas, ça peut être problématique de faire une itération avant de faire le test. Donc ici, moi, je me suis affranchi de ce problème, je fais un while. Donc tant que je ne suis pas à la fin de mon vecteur, donc je me positionne au début, tant que je ne suis pas à la fin de mon vecteur, qu'est-ce que je fais? Je fais une recherche de 42 et je renvoie mon itérateur. Donc vous voyez que c'est le même itérateur, ce qui est logique. Hein, c'est que je pars de mon itérateur qui est à begin, je vais aller jusqu'à mon itérateur qui est end, et au fur et à mesure, mon itérateur va se déplacer dans mon tableau à chaque fois que je vais trouver 42. Donc qu'est-ce qui se passe? À la première itération, donc j'avais mon itérateur numbers.begin qui donc était positionné face au 0, donc la première valeur de mon tableau. Mon while, il est validé puisque mon itérateur est sur la première et pas après la dernière case. Je fais un it égale find de it numbers.end de 42. Donc vous voyez bien ce que je fais, c'est que je fais un find entre mon itérateur et la fin de mon tableau. Donc mon itérateur ici, à la première itération, il est sur le 0. Donc je vais faire un find sur l'intégralité de mon tableau pour chercher 42. Que va me renvoyer find? Find va me renvoyer l'itérateur qui est sur la première occurrence de 42, à savoir la case 0, 1, 2, 3. Et ce que je fais, c'est que cet itérateur, ça va être it, bien évidemment, puisque ça va me permettre en écrasant, entre guillemets, cet itérateur, ça va me permettre de sauter de case en case, de valeur de 42 en 42 jusqu'à la fin de mon tableau. Et donc, à la sortie de find, du premier find, mon itérateur, il est sur la première occurrence de 42, c'est-à-dire sur la case d'index 3. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je fais un test que si mon itérateur est différent de la fin de mon vecteur, ça veut dire que j'ai bien trouvé une valeur 42 et donc je peux calculer la distance, exactement ce que j'ai fait précédemment, et je calcule la distance entre quoi? Entre le début, donc l'itérateur de début, donc begin de mon vecteur numbers, et puis mon itérateur courant que je viens de trouver. Donc, effectivement, mon premier itérateur, il est sur 42. Donc, j'ai trouvé à la position 3, à l'index 3, la première valeur de 42. Et qu'est-ce que je fais derrière? C'est ça c'est toute la petite subtilité ici, c'est que je vais incrémenter mon itérateur. Parce que si je n'incrémente pas mon itérateur, je vais retrouver le même 42. Parce que si je laisse mon itérateur sur l'index 3, où j'ai 42, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais refaire le find? Si je n'incrémente pas, je vais chercher le find de 40. Je vais chercher 40 entre l'itérateur qui est sur la troisième case qui comporte 42 et la fin. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me renvoyer le même itérateur. Okay, parce que je ne vais pas bouger. Donc en incrémentant l'itérateur, à la fin avant de sortir de ma boucle while, je vais passer mon itérateur sur la quatrième case, c'est-à-dire sur le 10, qui est sur le 42. Et donc je vais remonter à mon début de while. Bien évidemment, mon itérateur qui est sur la case 10, qui est la case 4, n'est pas égal à numbers.end, donc je vais refaire un find. Et qu'est-ce qu'il va faire ce find? Il va me renvoyer, il va chercher 42 entre l'itérateur courant, c'est-à-dire que la valeur 10, et puis la dernière case. Et qu'est-ce qu'il va me trouver? Il va me trouver un nouveau 42 qui est donc à 4, 5, qui est à la case 6.
à la case 6, et donc c'est ce qu'il va afficher. Je vais donc incrémenter mon itérateur, il va passer à la case 7. À la case 7, il va me trouver effectivement 42 à la case 7, qui va m'afficher. Je vais incrémenter, je vais passer à la case 8 où j'ai moins 10. Je vais chercher avec find, il va me trouver la case 9 où il y a 42. C'est ce qui va m'afficher. Je vais l'incrémenter, je vais passer à la case 10. À la case 10, il va me faire un find, il ne va rien me trouver. Puisque à la case 10, je suis sur le 0 final. Donc, il ne va rien me trouver dans la fin de mon tableau. Et donc, il va m'envoyer l'itérateur qui est égal à numbers.end. Et donc, à ce moment-là, je sors je ne vérifie pas le test if, et puis donc à la fin j'affiche not found puisque je vais plus loin que la case 9. Donc on a retrouvé 3, 6, 7, 9, les 4 positions de mes valeurs 42 à l'intérieur de ma boucle. Ok. Ok, c'est clair. Donc voilà, quand vous voulez chercher une multiple occurrence d'une valeur, vous devez faire une boucle while et incrémenter les itérateurs. Et vous voyez qu'avec les itérateurs, on a peu de problèmes, hein. C'est relativement simple à faire. Et si on voulait le faire comme tout à l'heure, le faire à l'envers, ben on aurait pris des itérateurs avec rbegin et rend, et puis ça serait passé exactement de la même manière, et on aurait trouvé les index en partant de la fin, bien évidemment, de ces valeurs multiples. Hop, je continue. Ah, voilà ce qui va nous intéresser un peu. Maintenant, on va refaire du tri de data. Donc, on a vu que c'était simple. C'était simple de trier des nombres ou des chaînes de caractères, hein, comme je disais tout à l'heure. La comparaison utilisée, c'est l'opérateur inférieur par défaut. Et cet opérateur inférieur, il a été défini pour les nombres entiers, pour les nombres réels. Il est défini aussi pour les chaînes de caractères, etc. etc. Mais vous pouvez définir un opérateur particulier pour trier sur un ordre différent, ou pour trier des éléments qui ne sont pas des nombres ou des chaînes de caractères. Donc c'est ce qu'on va voir, et effectivement la méthode sort va vous permettre de faire ce que vous voulez globalement comme tri. Et donc pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. La première, c'est de faire une fonction. Vous allez dire que votre algorithme sort ne va pas prendre que 2 paramètres, mais il va prendre 3 paramètres. Il va prendre 3 paramètres, les 2 premiers étant échangés, c'est-à-dire l'itérateur de début, l'itérateur de fin. Et puis vous allez spécifier en 3e paramètre l'opérateur de comparaison qui va vous permettre de faire votre fonction de comparaison qui va permettre de faire le tri. D'accord. La méthode sort, elle est en réalité surchargée avec plusieurs possibilités. Si vous n'avez que 2 paramètres, ça veut dire que vous utilisez l'opérateur inférieur par défaut. Si vous avez un 3e paramètre, ce 3e paramètre, c'est une fonction. Okay. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on a besoin de faire une fonction de comparaison qui va comparer 2 valeurs. De manière générique, c'est quelque chose qui ressemble à ça, une fonction de comparaison qui va comparer deux valeurs qui ne sont pas modifiées, de type 1 et type 2. Hein. Les type 1 et type 2 peuvent être identiques, bien évidemment, souvent d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément vrai. Et cette fonction doit vous renvoyer un booléen. D'accord. Donc j'ai pris un exemple. Hein, je vais refaire le tri de base, croissant ou décroissant, non pas en utilisant l'algorithme sort fourni par défaut avec les entiers. Je vais lui passer une fonction, et ça va être ma fonction de tri. Donc j'ai fait 2 fonctions de tri, une qui est moins, l'autre qui est supérieure. D'accord. La première, elle prend évidemment 2 entiers et elle renvoie un booléen à vrai si la première valeur passée en paramètre est inférieure à l'autre. Et alors que la deuxième, c'est bien évidemment le contraire, c'est qu'elle renvoie un booléen vrai lorsque le premier paramètre est supérieur au deuxième. Et vous avez juste besoin de passer cette fonction de comparaison de 2 éléments de base
de votre container. On n'a pas besoin, on n'écrit pas un algo de tri. On n'écrit pas un algo de tri, on ne fournit que la fonction de comparaison entre deux éléments de votre container. Ici, dans mon cas, voici l'exemple. Dans mon cas, ici, j'ai un vecteur de nombres entiers, qui s'appelle numbers, qui comporte 0, moins 4, 2, 10, etc. Je vais appeler l'algo sort sur ce vecteur, d'accord, en passant en premier paramètre l'itérateur de début, en deuxième paramètre l'itérateur de fin, et en troisième paramètre la fonction de comparaison de deux entiers. Parce que la fonction qui est passée en paramètre, c'est juste la fonction de comparaison de deux éléments de base de mon vecteur, ou de mon container au sens plus large. Ici, c'est un vecteur d'entier, donc j'ai juste besoin de fournir la fonction de comparaison de mes deux entiers. Et donc, si je veux faire un tri croissant, ben, je passe ici less, d'accord, et donc ma fonction, mon appel à sort numbers.begin, numbers.end, less, c'est totalement équivalent au sort numbers.begin, numbers.end que j'ai utilisé tout à l'heure, dans lequel je n'avais passé aucune fonction. Parce que par défaut, sort fait un tri croissant. Et effectivement, c'est bien ce qui se passe. Lorsque j'affiche mon vecteur trié, ben, j'obtiens moins 7, moins 5, moins 4, 0, 1, 2, 3, 6, 10, 12, etc. Parce que tout simplement, j'ai fourni la fonction less qui me renvoie true si le premier paramètre est inférieur au deuxième paramètre. Donc en comparant deux entiers. Le deuxième appel avec la fonction greater passée en troisième paramètre de sort, ben, c'est le contraire. Je fais un tri croissant, un tri décroissant, pardon, puisque tout simplement ma fonction de comparaison me renvoie true si le premier argument est supérieur au deuxième. D'accord? Donc ça, sort numbers.begin, numbers.end, greater, c'est l'équivalent de l'appel de la fonction reverse que j'ai utilisé dans le précédent. Alors, non, c'est pas quelque chose de pas compris, c'est que less et greater ne prennent aucun argument, parce qu'en réalité, c'est pas moi qui les appelle. Moi, la seule chose que je dis, c'est la méthode sort va trier un vecteur d'entier qui commence à l'itérateur begin, qui se termine à l'itérateur end, et que pour comparer deux valeurs de ce vecteur, j'utilise une fonction qui s'appelle less ou qui s'appelle greater. Et vous êtes bien d'accord avec moi, lorsqu'on fait un tri, en réalité, c'est un ensemble de boucles qui s'enchaînent. Et on fait des comparaisons 2 à 2. Qu'est-ce que je fais? Je fais, alors, dans le tri de base, c'est le tri qui n'est jamais utilisé, mais dans le tri de base, on fait deux boucles qui s'enchaînent, et on compare après intérieurement chacun des deux valeurs adjacentes, et puis on les permute si elles répondent à l'algo de comparaison. Donc moi, j'ai juste à fournir à sort la fonction de base. Donc en réalité, lorsque j'appelle less ou greater à l'intérieur de std2.sort, en réalité, je dis au compilateur, ta comparaison de base que tu vas faire entre tes différentes valeurs, ben, c'est la fonction less que tu dois appeler, ou la fonction greater. Et après, c'est lui au runtime à l'exécution que les deux fonctions less et greater seront appelées avec les bons paramètres. OK? 9h59, je pense que on reprendra demain à partir sur les functors et puis les lambda expressions pour passer à ces algos, et comme ça on aura fini globalement sur la sur la STL et sur les algorithmes de la STL. OK? Pas demain, vendredi d'ailleurs. OK? Donc pour finir, puisqu'il est 10h, je vais enregistrer, couper l'enregistrement, créer la vidéo sur YouTube, et puis la poster, et puis vous envoyer le lien pour que tout le monde puisse la récupérer.
Ce que j'ai en TD dans pas longtemps, on se retrouve vers 10h15 pour voir ce qu'on va faire, ce que vous allez faire par la suite. OK? À tout de suite. Merci pour tous ceux qui ont participé, qui ont écouté.